Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau du Grand Direct, votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec ce soir cette question, quand déconfiner, surtout quel territoire? Les Alpes-Maritimes paraissent être la terre où les chiffres sont les meilleurs et on pourrait déconfiner avec anticipation. Nous serons avec le maire de Tourette-Levins pour en discuter. La grosse polémique du jour, elle est à Marseille avec les propos du président du Yacht Club de la Pointe-Rouge, des propos racistes. Nous évoquerons la réaction de la mairie de Marseille qui souhaite couper les ponts avec le Yacht Club. Hervé Manchon, l'adjoint au maire de Marseille en charge du nautisme, sera également notre invité. Et puis une gouvernance mouvante à la French Tech Côte d'Azur, c'est un petit peu la marque de fabrique des start-upers de la terre azuréenne. Cédric Messina, président, sera avec nous. Ce sera l'occasion d'évoquer la vitalité de la tech sur la Côte d'Azur en période de Covid-19 et la reprise. Bien sûr, Denis Caro sera avec nous également, comme tous les mardis soirs, le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Et puis tous nos reportages, on parlera don du sang, on parlera du défi sportif d'un jeune Varois de 13 ans qui va pédaler jusqu'à Paris pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. Il s'appelle Thomas, vous découvrirez son portrait à la fin de ce grand direct grâce à Marion Colangelo. Mais pour débuter cette question, quand faut-il déconfiner? Est-ce que les Alpes-Maritimes, par exemple, pourraient être déconfinées avant le reste du territoire? Et cette première question d'abord, la réouverture des commerces, elle est annoncée en partie à partir de la mi-mai, mais faut-il ouvrir les commerces avant le week-end de l'Ascension ou après? Cette question, nous l'avons posée aux principaux intéressés à Marseille, mais également aux Marseillais eux-mêmes. Reportage signé Yentel Criado et Manon Mujica. Ils espèrent pouvoir lever le rideau définitivement dans les jours à venir. Les commerçants attendent beaucoup du mois de mai, un mois important avec de nombreux jours fériés, notamment le pont de l'Ascension, un cap à ne pas rater. Mais malgré tout, ce président d'une fédération de commerçants de Marseille est partagé entre la nécessité de profiter de ce long week-end pour faire repartir l'économie et la sécurité sanitaire. Cette double problématique qu'il y a, c'est beaucoup de gens dans les commerces et d'un autre côté, nous, ça nous intéresse aussi d'avoir du monde dans nos commerces. Donc il va falloir trouver un peu cette alchimie entre bien accueillir nos clients. Alors nous, on est prêt à faire des jauges, c'est-à-dire que s'il faut qu'il n'y ait qu'une personne dans nos commerces, nos petits commerces ou en fonction des mètres carrés, on est prêt à s'adapter en fonction des nouvelles contraintes, chose qu'on a toujours fait depuis bientôt un an maintenant, avec les gestes barrières, les plexiglas et tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir nos clients dans les meilleures conditions. À Marseille, le week-end de l'Ascension attire toujours beaucoup de touristes. L'occasion pour les commerces de faire carton plein. Et cet enjeu, les Marseillais en ont bien conscience. Ça peut être peut-être le bon moment pour ouvrir les commerces, pour que les commerçants puissent faire leur métier et profiter du tourisme justement pendant cette occasion. Je pense que si tous les gens respectent un peu les mesures, il n'y a pas de souci. Pour moi, il faut relancer tout court. À un moment donné, c'est bon. Il faut mettre les consignes, respecter ce qu'il faut, mettre des choses en place, mais à un moment donné, il faut rouvrir. Parce que sinon, on n'en sortira jamais. Oui, mais il faut être prudent quand même. Il faut être très prudent. Pour certains, justement, la prudence reste de mise. Alors que la restriction des 10 km va être levée, ils redoutent une forte affluence et donc le regain de l'épidémie. Forcément, je pense que tout le monde attend ça, donc il y aura forcément beaucoup de monde. Je préfère attendre parce qu'on ne sait jamais avec le Covid qu'il y a. Il y aura beaucoup de monde. Pour moi, il faut attendre un petit peu. Les commerces, c'est une chose, mais pour Guillaume Sicard, il y a aussi la question de la réouverture des bars et des restaurants. Avec les restaurants, les terrasses de restaurants qui seraient ouvertes, etc., pour qu'il y ait vraiment cette dynamique commerciale tout en préservant la sécurité sanitaire de nos clients. Mais la réouverture des bars et restaurants, elle, semble beaucoup plus compromise pour le mois de mai. Le gouvernement envisage une réouverture progressive et territorialisée. Voilà donc pour cette question de la réouverture des commerces pour le week-end de l'Ascension. L'autre
autre question corollaire, c'est le déconfinement un peu plus généralisé. Dans les Alpes-Maritimes, les élus sont nombreux à le demander parce que les chiffres sont en nette amélioration. On va les regarder d'ailleurs, ces chiffres, ensemble, avec cette infographie, pour se rendre compte de la situation, pas uniquement dans les Alpes-Maritimes, mais également dans les Bouches-du-Rhône et le Var, avec donc des graphiques. Le taux d'incidence est largement en dessous des 200 dans les Alpes-Maritimes. Il reste très préoccupant dans les Bouches-du-Rhône, même si les courbes semblent descendent dans les 3 départements, et il est de 288 dans le Var. Du côté de la tension hospitalière, ça s'améliore nettement dans les Alpes-Maritimes, 75%, et ça reste quand même très préoccupant pour le Var et les Bouches-du-Rhône, avec au mieux un plateau et parfois une légère augmentation. Voilà pour le bilan chiffré. Donc dans les 3 départements que nous couvrons, le bon élève, c'est désormais les Alpes-Maritimes. Bonsoir Bertrand Gaziglia, merci d'être avec nous, maire de Tourrette-Levens. Du coup, est-ce que vous considérez qu'au vu des chiffres que je viens de donner, le gouvernement, l'État doit vous autoriser à déconfiner tout le département? Bonsoir. Effectivement, les chiffres dans le département sont meilleurs et on ne peut que s'en féliciter. C'est le résultat, je crois, d'un confinement qui a été assez ancien, et c'est aussi le résultat de la vaccination. Mais pour autant, il ne faut pas baisser la garde, parce qu'on voit bien autour de nous, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans d'autres pays, que la Covid continue à faire beaucoup de dégâts. Et notre département est un département touristique, est un département qui est ouvert sur le monde, un département qui accueille des populations qui pourraient être amenées à venir de pays, de départements ou de régions où l'épidémie n'est pas contenue. Donc il faut être prudent dans le déconfinement qui sera pratiqué dans notre département. Donc vous suivez un peu la ligne des 4 présidents des grandes intercommunalités qui ont signé une lettre commune. Un déconfinement anticipé, oui, mais par étapes. Un déconfinement, effectivement, qui doit se faire, parce qu'aujourd'hui, les conditions sont satisfaisantes, mais qui doit se faire très progressivement. Et en ce qui me concerne, je suis assez inquiet de voir que le gouvernement envisage de supprimer toute limitation de déplacement. Les beaux jours arrivent, le département est un département qui est attirant, même si en ce moment il ne fait pas très beau, mais on a le risque d'avoir un afflux massif de touristes, avec les mêmes conséquences que l'on a eues à Noël, lorsqu'on a vu des touristes venus du monde entier sur la Côte d'Azur, et avec comme conséquence quasi immédiate une explosion de la pandémie. Ouais, donc pour vous, c'est peut-être imprudent d'autoriser les déplacements interdépartementaux. Je pense que c'est un risque que prend le gouvernement d'ouvrir trop largement les circulations. Prenons exemple sur ce qui se passe en Italie, où il y a des restrictions de déplacement entre les régions. Donc vous seriez pour un déconfinement anticipé, ou un déconfinement même pas uniquement dans les Alpes-Maritimes, mais à l'intérieur des limites de chaque département? Je crois qu'il faut effectivement que ce déconfinement tienne compte des spécificités de chaque territoire, de chaque département, de chaque région et de chaque pays aussi, parce que n'oublions pas qu'il y a une explosion de la pandémie en Amérique du Sud, une explosion en Inde, et que cela peut avoir des conséquences dramatiques pour notre pays. Dans les Alpes-Maritimes, toujours, le maire de Villeneuve-Loubet, Lionel Lucas, a écrit cet après-midi au préfet des Alpes-Maritimes pour lui demander de revoir son arrêté sur le port du masque, de ne pas l'obliger, de pas obliger son port partout, dans certains espaces naturels, par exemple, où il y a de l'espace. Est-ce que ça, vous pensez que c'est envisageable? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou là aussi vous dites attention, c'est peut-être une imprudence? Non, là, Lucas a raison, il faut faire preuve de bon sens et puis tenir compte aussi des connaissances qu'on a accumulées sur la maladie. On sait aujourd'hui qu'en plein air, les risques sont très limités, donc il ne faut pas exagérer le port du masque dans des zones où il n'y a pas de confrontation des populations entre elles. Dans les Alpes-Maritimes, l'autre élément qui peut plaider en faveur d'un assouplissement peut-être avant d'autres départements, c'est les bons chiffres de la vaccination. On est presque à 30% de la population vaccinée. Ça avance vite. C'est un très bon chiffre, effectivement. La métropole, les intercommunalités, le département, tous se sont mobilisés pour vacciner. Et on voit bien que c'est la solution, la seule à l'heure actuelle, pour lutter contre la pandémie. Mais
25-30%, c'est bien, c'est beaucoup, mais c'est loin d'être suffisant pour avoir une immunité collective. Donc il faut continuer et puis très vite s'adresser à toutes les populations, toutes les tranches de population pour que le plus de personnes possible soient vaccinées. Il y a encore aujourd'hui trop de Français qui voudraient faire vacciner et qui ne peuvent pas parce qu'il y a une bureaucratie tatillonne qui impose des règles dont parfois on se demande quelle est la justification. Deux petites questions pour terminer. La première concerne la vaccination. Olivier Véran a plus ou moins recadré cet après-midi, le ministre de la Santé, les quelques maires qui ouvrent la vaccination plus largement, y compris aux jeunes, en expliquant que bien, si dans leur territoire les publics cibles étaient déjà tous vaccinés, eh bien, il fallait inviter les publics cibles des territoires voisins. Or, dans les Alpes-Maritimes, on voit qu'on est presque en manque de volontaires. Donc, est-ce que vous comprenez cette remarque et est-ce que vous êtes comme Christian Estrosi, David Lisnard, Sébastien Leroy, pour qu'on ouvre plus largement à tout le monde en fait cette vaccination? Mais bien sûr, il faut que toutes celles et tous ceux qui veulent se faire vacciner puissent être vaccinés. Là aussi, on a un système rigide, jacobin, ultra centralisé, qui est très loin des réalités. Laissons les maires, laissons les intercommunalités vacciner les personnes qui le souhaitent, bien sûr, en respectant les règles sanitaires et médicales. Mais il ne faut pas bloquer la vaccination comme le propose aujourd'hui le gouvernement. On a la même logique aujourd'hui pour les vaccins qu'on avait il y a un an sur les masques, où on nous racontait à peu près n'importe quoi pour expliquer l'absence de masques en France. Enfin, le couvre-feu, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de le reculer un peu. Vous qui êtes maire d'un des plus beaux villages des Alpes-Maritimes, est-ce que vous êtes pour une petite heure ou deux en rab le soir ? Pourquoi un des plus beaux villages? Le plus beau village maritime. Je ne veux pas me faire d'ennemis, Bertrand Gaziglia. Donc, Moi non plus. Mais bon, je suis objectif. Oui, effectivement, il faut progressivement s'adapter au rythme du soleil et puis amener le couvre-feu progressivement vers 20h, 21h, 22h, parce que c'est la réalité, il fait beau, les gens se promènent, les gens sortent, les gens finissent travailler un peu plus tard. Donc là aussi, il faut s'adapter aux réalités. Merci beaucoup Bertrand Gaziglia, maire de Tourette-Levens dans les Alpes-Maritimes sur la Côte d'Azur pour vos réponses ce soir. On parlait de vaccination, eh bien on va prendre la direction du quartier de l'Ariane maintenant à Nice, quartier dit sensible au même titre que les Moulins ou encore le quartier Notre-Dame, les quartiers Las Planas. La métropole Nice-Côte d'Azur et la ville ont décidé de mettre le paquet dans ces quartiers avec des opérations de vaccination dédiées. C'était donc à l'Ariane en cette journée de mardi. Reportage signé Claudia Olivier. Accompagné des agents de la métropole, Cédec va se faire vacciner. Il participe à cette grande journée de vaccination organisée au gymnase Sam Joubige. Le public cible les habitants du quartier de l'Ariane et de ses alentours. D'abord réticent, Cédec s'est laissé convaincre. Moi, je n'ai pas voulu me faire vacciner maintenant en tout cas. Et voilà, donc grâce à la dame, donc je suis venu ici. Les personnes dites prioritaires peuvent venir se faire vacciner sans rendez-vous dans les seringues des doses Pfizer et Moderna. Mais comme Cédec, beaucoup ont hésité avant de prendre leur décision. Disons parce que là c'est le Pfizer, donc après j'ai pas confiance aux autres injections, donc vaccin plutôt. Enfin, tellement que j'avais peur, j'ai hésité plusieurs fois, plusieurs jours j'ai hésité de la faire. Et là maintenant j'ai dit allez je vais tenter moi-même. Peur des effets secondaires échaudés par les polémiques autour des vaccins, certains arianingues sont dubitatifs. Il faut donc rassurer pour le personnel soignant. Toujours les mêmes questions, quel vaccin déjà en priorité? Parce qu'évidemment avec tout ce qui se passe autour de l'AstraZeneca, etc., on a le droit aux mêmes questions à chaque fois. Ensuite, principalement, ça va être les effets secondaires, qu'est-ce qu'ils risquent en fait tout simplement. Donc on les rassure, on leur dit qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Il ne faut pas se faire de montagne de ce vaccin, vraiment tout se passe très très bien. Il y a quelques semaines, le taux d'incidence atteignait les 1000 cas pour 100 000 habitants à l'Ariane. Vacciner directement le quartier est donc un enjeu de santé publique. Alors pourquoi ce centre de vaccination? Parce que c'est la proximité. Nous allons au-devant de la population pour leur expliquer, les informer, et ils y sont très sensibles puisqu'on voit aujourd'hui, ils viennent se faire vacciner. Et des personnes aussi qui n'ont peut-être pas de moyens de mobilité, ils sont sur place, ils sont pas très loin de leur domicile et ils peuvent venir se faire vacciner. En cette journée, plus de 180 personnes ont été vaccinées ici. Ce lundi, la même opération dans le quartier des Moulins, à l'ouest de Nice, a permis de réaliser 274 vaccinations. Prochaine étape dans le quartier Las Planas, situé au nord de la ville, dans les prochains jours.
Et Aix-en-Provence, une plainte a été déposée contre la mairie après le décès de 2 employés municipaux après avoir contracté la Covid-19. Les précisions de Valentin Rodriguez. Une affaire qui a démarré en mars dernier. 2 agents de la municipalité d'Aix-en-Provence auraient été contaminés par un collègue de travail testé positif et qui aurait, en toute connaissance de cause, décidé de venir travailler pour continuer à percevoir sa prime de présence. Les 2 agents, 2 femmes, étaient dans le même service, celui de l'état civil. Elles sont décédées il y a quelques jours. Les 2 familles dénoncent des manquements dans la gestion de la crise sanitaire et notamment des pressions exercées sur les victimes pour reprendre le travail en présentiel. Les proches des 2 familles ont par ailleurs entamé des démarches juridiques contre la mairie il y a plusieurs jours. Dépôt organisé dans le service réunissant une douzaine de personnes sans geste barrière. Ce sont les termes employés par Nacera, la fille de l'une des 2 victimes décédée à 64 ans, au micro de nos confrères de France Bleu Provence. Ce mardi ont lieu les obsèques de l'une des 2 victimes qui souffrait d'une maladie auto-immune et se trouvait toute proche de la retraite. Selon les proches des 2 victimes, un 3e agent du service de l'état civil de la mairie d'Aix-en-Provence serait en ce moment même dans le coma. Selon nos informations, la mairie d'Aix-en-Provence a lancé une enquête administrative il y a quelques jours. Voilà, et sur ce dossier, la maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissaint, a publié un communiqué où elle rend hommage aux 2 agents décédés. Elle salue par ailleurs le dévouement du personnel municipal. Maryse Joissaint qui rappelle également que toutes les mesures sont prises au sein des services municipaux pour détecter et dépister la Covid-19. La grosse polémique du jour dans notre région, elle nous vient de Marseille et du Yacht Club de la Pointe-Rouge, ou plutôt des propos tenus par son président lors d'une réunion avec la métropole. C'est le site d'information Mars Actu qui a révélé cette affaire et qui a publié l'enregistrement d'ailleurs des échanges il y a quelques heures maintenant. Christian Tomasini, donc, vous allez voir, on ne va pas écouter l'enregistrement, mais je vais rapporter ses propos. Il explique, en parlant d'événements qui se sont tenus sur le site cet été, le site donc du Yacht Club: je ne suis pas raciste, mais maintenant il y en a marre des Arabes. Tu ne peux plus rien faire sans qu'un Arabe ne vienne te faire chier. Fermez les guillemets. Il explique aussi que le jour où il faudra s'armer, il sera le premier à aller faire de la ratonnade. Des propos extrêmement violents qui ont donc évidemment provoqué beaucoup de réactions, notamment des réactions politiques. Une à retenir, celle du maire de Marseille, Benoît Payan, qui a indiqué que la mairie souhaitait couper toutes ses relations avec le Yacht Club de la Pointe-Rouge tant que M. Tomasini serait président. Il s'est expliqué, M. Tomasini, que nous avons essayé de joindre tout l'après-midi, mais qui n'a pas répondu au téléphone. Il explique ne pas être raciste du tout, que ses paroles ont dépassé sa pensée et que sur le mot ratonnade, il s'est emballé et il place ça sous le coup de la colère et de l'exaspération. Pour en parler ce soir, Hervé Manchon est avec nous, adjoint au maire de Marseille, en charge des questions de nautisme notamment. La première des choses qu'on peut dire, selon les informations de la Provence, c'est qu'une enquête est ouverte par la procureure de la République de Marseille. Oui, l'enquête a été, disons, demandée suite au signalement effectué par mon collègue adjoint Théo Chalande. Alors, Benoît Payan, avant de revenir sur les propos, on a vu le tweet s'est immédiatement exprimé. C'est le cas également de Samia Ghali, qui a en charge l'organisation des Jeux 2024 et qui ne veut plus avoir affaire à ce monsieur. Aujourd'hui, pour vous, il doit quitter son poste sans délai ? Le président de l'YCPR porte tort à la tradition de la mer et du large. La mer, le large, c'est le territoire des projets qui rassemblent. L'YCPR est engagé sur un certain nombre d'actions qui portent ces valeurs. L'YCPR va accueillir des équipes qui viendront s'entraîner pour les JO, qui portent des valeurs très différentes des propos qui ont été tenus par le président de l'YCPR. Donc j'ai immédiatement suspendu toutes les demandes de subvention, il y en avait pour 163 000 €, dans l'attente d'une réaction des membres de l'YCPR.
Est-ce que vous demandez aussi des sanctions aux élus qui étaient présents? Je pense notamment à Didier Réau, qui est vice-président de la métropole en charge du littoral, qui indique en plaisantant, on l'entend rire sur l'enregistrement, tu stigmatises. Est-ce que lui aussi doit tirer les conséquences d'une forme de complaisance? Il n'y a déjà pas de complaisance de notre part, et Didier Réau aura peut-être à répondre de l'attitude ou des propos qu'il a tenus. Mais ça, je ne souhaite pas m'exprimer là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour en faire une affaire politique. Avant tout, nous avons un conseil de territoire avec un conseil portuaire pour la Pointe-Rouge, où siège une personne qualifiée, donc le président de l'YCPR, qui a tenu des propos inqualifiables. Ça, c'est le premier point, et c'est bien lui qui les tient. Bien entendu, je pense que la réaction du président de la métropole et en la personne de Didier Réau aurait pu couper court à ses propos, mais pour autant, je n'y étais pas. J'ai fait ce qui était possible de faire, moi, en fonction de mes compétences et du haut de ma délégation. Voilà, si vous voulez entendre Didier Réau sur ce sujet, qu'il vienne s'exprimer sur votre plateau. Bien sûr, on va l'inviter, évidemment. Vous évoquez évidemment ces propos qui sont donc l'objet d'une enquête. Que pensez-vous de la justification de M. Tomasini, qui indique ne pas être raciste, s'être emballé? Est-ce que ça, c'est recevable d'un point de vue moral? J'ai répercuté un certain nombre de ces propos, pas tous. Il a tenu d'autres propos qui sont punis par la loi également. Rien ne peut justifier ces propos. Rien. Donc du coup, ni le fait de les prendre, de les accepter sur un ton léger. Voilà, rien ne peut accepter cette prise de parole, ces propos qui sont datés, qui sont marqués historiquement, qui nous rappellent les pires heures de notre histoire. Et là, en plus, c'est pas prononcé sur un zinc. On n'est pas attablé, on n'est pas au bar. On est dans un conseil portuaire, c'est-à-dire avec des élus, des agents administratifs et des responsables de ces activités nautiques. Donc on est dans un cadre à minima protocolaire. Une dernière chose, est-ce que vous conditionnez le retour des relations entre votre municipalité et le Yacht Club de la Pointe-Rouge à la démission de M. Tomasini? S'il quitte son poste, est-ce que vous reviendrez à la table, si j'ose dire, du Yacht Club? J'ai fait plus que d'être à la table. Je suis allé sur les bateaux avec YCPR, j'ai rencontré les stagiaires, j'ai rencontré les animateurs, je suis allé sur l'eau. Je les ai suivis et je les ai accompagnés jusqu'à présent. Je veux leur apporter mon soutien parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le président qu'ils méritent. Et donc, je conditionne effectivement pour ma part la reprise des relations. Et je remercie Benoît Payan d'avoir clairement exprimé ce point de vue sur les réseaux sociaux aussi. Je conditionne la reprise de relations normales entre ma délégation et l'YCPR au départ du président actuel, oui. Merci beaucoup Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille, notamment en charge du nautisme. Vous avez beaucoup d'autres délégations, mais évidemment c'est celle-ci qui nous intéressait ce soir, après donc cette énorme polémique, après ces propos tenus lors de ce conseil portuaire. Et on rappelle que la procureure de la République de Marseille ouvre une enquête donc pour donner des suites judiciaires à ces déclarations. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir sur les antennes d'Azur TV. Marseille, toujours, où les postiers sont en grève, ils réclament plus de moyens, alors que les colis, la livraison de colis a augmenté, évidemment, en période de confinement. Votre colis prend du retard, c'est peut-être en raison de la grève des postiers. Ils débrayent depuis jeudi dernier. Le mouvement fait tache d'huile dans les Bouches-du-Rhône, à La Ciotat, au Bagne et surtout dans les centres de Marseille. Des agents qui demandent des embauches supplémentaires pour faire face notamment à la hausse des livraisons. On est sur des trafics depuis l'année dernière qui sont de l'ordre de plus 100%, plus 200%, voire à certaines périodes comme en ce moment, à plus 250%.
Donc très concrètement, ce n'est pas avec 3 ou 4 personnes dans un centre qui en compte une cinquantaine qu'on va pouvoir faire face à cet afflux-là. Il y a des jours où on ne peut tout simplement plus circuler dans les centres tellement il y a des structures remplies de colis, quoi. Des postiers qui considèrent être en deuxième ligne face à la crise et demandent une prime d'intéressement indexée sur les bénéfices de la Poste. Ils étaient de 2,1 milliards d'euros en 2020 grâce à l'intégration de CNP Assurance qui sauve les comptes du groupe. C'est qu'on se rend compte que par exemple les bureaux de poste ils ont des primes. Chronopost, qui est une filiale de la Poste, a des primes. Je crois que les bureaux comme celui-là où il y a des patrons, ils ont des primes aussi. Et nous, qui sommes la force vive de cette société, de cette entreprise, on n'a rien. De son côté, la direction de la Poste indique qu'en août dernier, les facteurs de la branche colis ont reçu une prime exceptionnelle, entre 150 et 550 € pour l'engagement lors du premier confinement, ainsi que le maintien des salaires pour les postiers en activité partielle, et ce, malgré la chute d'activité pour l'ensemble du groupe. La relance économique pour nos entreprises, on va en parler avec Cédric Messina, aussi le président de la French Tech Côte d'Azur, la reprise de l'activité. Beaucoup d'entreprises ont contracté ces fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Les remboursements ont été décalés d'1 an, mais nombreux sont ceux à s'inquiéter pour la suite, parce qu'il faudrait plus qu'un étalement pour assurer, un étalement du remboursement, pour assurer la survie de pas mal de commerces, notamment indépendants. Reportage sur la Côte d'Azur, signé Alexis Ricard. Les entreprises qui n'y ont pas encore eu recours ont jusqu'à la fin de l'année pour contracter un PGE. Ce prêt garanti par l'État qui permet à une entreprise d'emprunter jusqu'à 25% de son chiffre d'affaires réalisé en 2019. Un délai rallongé mais qui pose toujours une question, comment rembourser ? Monsieur le maire nous a rallongé le délai pour demander les PGE, pour obtenir les PGE jusqu'à la fin de l'année. C'est bien, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais le mieux, c'est de nous aider à étaler le remboursement. Le PGE qui devait être, pour ceux qui l'ont contracté dès son départ, remboursé au mois de mars 2021, peut être prorogé d'1 année jusqu'à mars 2022. Mais on sera dans l'obligation d'un remboursement, d'amortissement sur 4 ans. Il faudrait, pour que l'on puisse rembourser ce qu'on appelle les remboursements en cours et les remboursements à venir qui sont liés notamment au PGE ou de différents types d'emprunts, il faudrait un chiffre d'affaires d'une augmentation de 30% par rapport à un point mort, c'est-à-dire le point mort étant le point qui nous permet d'équilibrer l'entreprise et d'exister. Donc il faudrait 30% d'augmentation. Aujourd'hui, l'activité du commerce de façon générale est entre moins 30 et moins 40%. Autre aide évoquée par le ministre Bruno Le Maire, un prêt participatif relance. 11 milliards d'euros sont débloqués par les assurances pour permettre à certaines entreprises d'investir. Ici, le remboursement sur 8 ans pourra commencer après 4 années de remboursement des seuls intérêts. Une aide qui ne convainc pas encore. Je pense que ça va plutôt s'adresser à celles qui auront stabilisé leurs pertes, qui auront la capacité et la possibilité de développer leur activité et surtout, ce qui est très important, la condition sine qua non, c'est que l'on parte vers une économie croissante. Alors très sincèrement, je pense qu'un grand nombre de commerçants n'auront pas accès, ne souhaiteront pas y avoir accès. Ils ne souhaiteront pas y avoir accès parce que tout simplement, ils sont déjà surendettés. Ils sont réellement surendettés. Et j'en reviendrai même au PGE parce qu'il faudra trouver un moyen avec le PGE de soit geler la dette, soit faire en sorte que ça ne soit pas remboursé, parce que ça va entraîner un très grand nombre de faillites. La seule chose, je pense, dans cette situation-là, c'est que pendant 5 ans, on ne rembourse rien. Mais pendant les 5 ans, on doit reverser chaque année une participation financière à la banque. Ces pré-relances sont ouverts jusqu'en 2022. Pour y avoir accès, une PME devra justifier d'un chiffre d'affaires supérieur à 2 millions d'euros. Une deuxième levée de fonds en juin devrait porter le fonds à 20 milliards d'euros. Voilà pour donc le prêt garanti par l'État et le besoin pour certains de ces commerçants, de ces entreprises, de voir son remboursement étalé. Dans quelques secondes, Denis Carreau sera avec nous. Il est là, le directeur de la rédaction du groupe Nice Matin. Bonsoir Denis, merci d'être avec nous en direct. Vous tombez bien, si j'ose dire. On va parler d'un gros dossier demain que vous consacrez aux 6 mois de l'attentat de la cathédrale Notre-Dame à Nice et de vos révélations aussi sur
sur l'enquête. Mais avant cela, cette nouvelle qui vient d'être officialisée, juste pour qu'on la commente ensemble, Renaud Muselier sera bien candidat à sa réélection. Il officialise donc sa candidature pour les Républicains. C'est l'actuel président de la région. Pas de surprise, hein, Denis, c'était un secret de Polichinelle. Oui, c'était un secret de Polichinelle, c'était une question de timing. Jusqu'à présent, Renaud Muselier a dit et répété qu'il n'était pas candidat, qu'il était président sortant et qu'il serait candidat s'il jugeait que son bilan était suffisamment satisfaisant. Visiblement, il considère que c'est le cas. Donc il se lance et une conférence de presse sera organisée demain après-midi. On en saura un peu plus, notamment sur la composition de la liste et sur les personnalités qui pourraient figurer comme tête de liste départementale. La seule question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir qui composera la liste et notamment si on se dirige vers une alliance avant le premier tour entre Renaud Muselier et La République En Marche. Pour le moment, Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées et candidate aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, on va beaucoup en parler ces jours-ci parce qu'effectivement, il se murmure que des personnalités de La République En Marche pourraient être sur la liste de Renaud Muselier. Si tout se passe bien, Christian Estrosi sera avec nous jeudi sur ce plateau et on ne manquera pas de poser beaucoup de questions aussi à Christian Estrosi qui sera partie prenante, le maire de Nice, de cette campagne. Tout autre chose avec un gros dossier demain, Denis, dans vos colonnes consacré à l'attentat de la basilique Notre-Dame. Vous revenez donc sur les 6 mois évidemment et puis sur l'enquête aussi qui se poursuit. Oui, effectivement, jeudi, on sera 6 mois jour pour jour après cet attentat odieux qui avait plongé Nice dans l'effroi, cet attentat de la basilique Notre-Dame. En plein cœur de Nice. Donc on revient bien évidemment sur ce qui s'est passé depuis 6 mois, dans un contexte qu'on connaît avec cette attaque terroriste vendredi dernier à Rambouillet dans les Yvelines. On revient sur ce qui s'est passé depuis 6 mois, mais on a aussi un certain nombre de révélations sur l'itinéraire du terroriste. On raconte son parcours et comment ce vendeur d'essence frelaté de la région de Sfax en est venu à se retrouver à Nice, où il a commis un acte absolument barbare. Beaucoup d'éléments nouveaux dans l'enquête, notamment sur ce qu'il a fait avant. D'après les éléments qu'on a recueillis, la préméditation est assez forte. Il est parti de Tunisie avec l'idée en tête que la France était un pays de mécréants et avec visiblement dès le départ en tête l'idée de frapper à Nice le 29 octobre, une date qui était là aussi visiblement prévue à l'avance. Alors ça nous permet d'évoquer aussi la question de la responsabilité pénale qui a fait beaucoup parler dans l'affaire de Sarah Halimi. On va peut-être y être confronté aussi dans cette affaire. Alors pour le moment rien n'est certain, mais effectivement on a appris que le terroriste a été entendu pour la première fois par une juge d'instruction le 6 avril. Il a expliqué ne se souvenir en gros de rien, ni de ce qu'il a fait à Nice, ni de son passage juste avant en Italie, pas même de ce qu'il faisait avant de partir de Tunisie. Cette amnésie est-elle réelle ou feinte? Les psychiatres et neurologues ont 6 mois pour se prononcer. Pour le moment, on n'en est pas là, mais effectivement, tout le monde a en tête la décision de la Cour de cassation qui a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. Et on peut légitimement s'inquiéter d'une issue qui pourrait être la même. Pour le moment, il est bien trop tôt pour le dire et les circonstances ne sont pas les mêmes non plus, mais on ne peut pas totalement l'exclure à ce stade. Et sans faire évidemment d'anticipation, et là la justice aura aussi en charge, la justice et les enquêteurs, de faire toute la lumière là-dessus, mais c'est un débat très sensible dans notre pays. On l'a vu là à l'occasion de l'affaire Sarah Halimi, et
nul doute que si une telle décision était prise aussi dans le cas d'un attentat terroriste islamiste à Nice, ça risquerait de relancer, plus que de relancer ce débat-là. Bah oui, on a vu la vague d'indignation qu'a soulevée la décision de la Cour de cassation. On imagine les réactions que provoquerait une décision similaire, d'autant que les faits qui ont été commis à Nice n'entreraient pas dans le cadre de l'évolution législative qui est possible et même probable après la décision de la Cour de cassation la semaine dernière. Tout ça est à lire demain dans les colonnes de vos éditions Var Matin, Nice Matin, Monaco Matin. Merci beaucoup Denis Caro, comme tous les mardis. À la semaine prochaine. On va rester dans les Alpes-Maritimes et même à Nice avec une opération qui est importante chaque année, le don du sang. 4 jours de collecte, toujours à la même période sur la place Masséna, sauf qu'évidemment la crise sanitaire a fait chuter les dons. Reportage Marie Giusto. Nouvelle campagne du don du sang pour sensibiliser les Niçois. En cette période de crise sanitaire et à l'approche de l'été, les réserves sont très basses. Il manque dans notre région 400 poches par jour. Sur la place Masséna, le chapiteau est installé pour faciliter l'accès aux personnes qui aimeraient donner. C'est super important, sachant qu'en plus c'est facile, je veux dire, il y a juste à s'allonger et à se laisser prendre le sang et on peut sauver, je crois, entre 2 et 3 vies. Moi on m'a dit que je pouvais en sauver 2, donc je vois pas pourquoi je le donnerais pas si je peux. C'est pas un trop gros effort, donc apparemment ils en ont beaucoup besoin et voilà, donc ça prend pas de temps et c'est pas difficile. Le principal enjeu pour l'établissement français du sang, trouver des donneurs réguliers tout au long de l'année. Si on pouvait chacun donner une fois de temps en temps, de façon plus régulière et toucher de nouveaux donneurs de façon régulière, ça nous permettrait justement de ne pas avoir à faire d'appel aux dons et d'avoir des moments de difficulté en termes de réserve de sang. La Covid-19 met à mal l'organisation des collectes, pas de rassemblement et les donneurs sont moins disponibles. Pour donner place Masséna, vous pouvez utiliser les attestations de déplacement. C'est autorisé de se déplacer pour donner son sang, même au-delà des 10 km en utilisant l'attestation. Donc c'est autorisé pour donner son sang, mais les gens réagissent différemment. Certains vont être beaucoup plus sensibles et vont venir donner plus facilement. D'autres vont être plus sur la réserve en se disant c'est peut-être pas le moment de donner, etc. Or, c'est toujours le moment de donner son sang. Ce mardi après-midi, des anciens joueurs de l'OGC Nice sont venus donner leur sang. La collecte se prolonge durant 4 jours. Objectif 500 poches de sang. Voilà, n'hésitez pas à donner dans les maisons du don et à Nice sur la place Masséna jusqu'à vendredi. Bonsoir Cédric Messina. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau. Ce soir, président de la French Tech Côte d'Azur, fraîchement réélu, enfin élu, parce que pas réélu. Vous allez nous parler d'ailleurs de la gouvernance, qui est une gouvernance assez démocratique, tournante, depuis que la labellisation a été obtenue en 2015. On va parler de ça évidemment, mais aussi de la crise sanitaire, de l'apport des startups et de la reprise, parce que c'est aussi ça qui va nous intéresser. Juste un petit mot d'abord pour réexpliquer à nos téléspectateurs ce qu'est la French Tech et donc la French Tech Côte d'Azur. Alors ce qu'est la French Tech, si je vais essayer d'être assez clair, la French Tech c'est un mouvement national avec 12 capitales. La Côte d'Azur a fait partie de cette labellisation il y a 2 ans et clairement c'est le mouvement orchestré par le gouvernement qui aujourd'hui repose sur plusieurs socles, notamment celui de la diversité, celui du French Tech Tremplin, French Tech Visa. Et en fait, il y a toute une série de labels et d'aides aux entreprises qui permettent en fait de faire valoir cette filière numérique. En l'occurrence, la French Tech Côte d'Azur elle-même se repose sur 4 piliers géographiques. L'association de Nice Startup à Nice, Télécom Vallée à Sofia, le Club des dirigeants à Grasse et Canis Up à Cannes. Voilà, ça fait à peu près 450 startups cumulées. Et c'est là aussi, c'est un élément important, vous ne le dites pas, mais cette cohésion entre les territoires où on fait fi finalement de la rivalité aussi pour aller de l'avant tous ensemble. Oui, après il faut être clair, on fait fi de la guerre des clochers, des problématiques politiques et notamment de cette guerre du territoire qui, sur l'extérieur, quand on est sur Paris ou à l'étranger, n'a pas forcément lieu d'être, puisque entre Cannes et Nice, par exemple, il y a 30 km. Et clairement, vu les enjeux, je crois qu'il fallait qu'on soit ensemble et qu'on peut avoir, si vous voulez, on peut avoir des maillots différents, on peut représenter, et clairement, on est tous d'accord que l'émulation est souvent positive, mais en même temps, quand on représente cette Côte d'Azur, je crois qu'on se doit d'être unis et d'être représentatif sur l'extérieur.
Alors avant d'évoquer les actions, l'avenir, la gouvernance aussi, qui peut finalement être membre de la French Tech et quel est l'écosystème ? On a tendance à penser dans la conscience collective qu'on est uniquement sur de la nouvelle technologie avec des informaticiens qui travaillent sur de l'intelligence artificielle. Or, c'est beaucoup plus large que ça. On a des images là, de start-up qui proposent des solutions dans la santé, dans l'innovation, dans le très pratique, l'isolation. Enfin, je veux dire, c'est très vaste en fait. La French Tech, si vous voulez, c'est un mouvement, il ne faut pas se leurrer, on voit qu'il y a un essoufflement des mouvements politiques, syndicaux. C'est un mouvement beaucoup plus libre, en fait. Tout le monde peut adhérer à la French Tech à travers sa représentation de territoire. La French Tech, c'est un peu l'Union européenne, en fait, du numérique, qui fait le lien avec le national, voire l'international. C'est à nous, aujourd'hui, d'exister, d'être une des forces. On parle souvent, quand on parle de filière, on parle de la filière industrie, tourisme, services. Il faut qu'on arrive à être crédible et qu'on soit, le numérique soit une des filières de demain. Donc start-up, si je fais un peu, j'évangélise un petit peu, la start-up, c'est la nouvelle économie, c'est l'économie de demain. Je vais vous donner un exemple. Aux États-Unis, 1 emploi sur 2 est issu des start-up, cette filière numérique. Chez nous, c'est 1 sur 400 et je crois que c'est 1 sur 600 sur la Côte d'Azur. C'est-à-dire que à nous de laisser les skateboards, l'image un petit peu jeune, pour la remplacer par un enjeu de taille qui est celui de l'emploi de demain. Et qui n'est pas forcément l'enjeu de la licorne, cette start-up qui va tout exploser. Alors évidemment, on le souhaite à un maximum de start-up, mais on peut créer aussi un environnement TPE-PME avec des entreprises à échelle humaine qui sont au niveau du numérique très, très en pointe. Et en ça, la crise de la Covid-19 a peut-être fait basculer aussi pas mal de gens, ne serait-ce que sur la digitalisation. Elle a fait basculer pas mal de gens. Elle a aussi heurté l'opinion publique. On voit ce débat sur la souveraineté numérique qui a pris, en fait, aujourd'hui, fait et place dans toutes les discussions. Je crois qu'on s'est rendu compte surtout de notre dépendance aux acteurs américains. Si on l'autorise ensemble, c'est que voilà, on est sur Zoom, on est sur Amazon, Netflix. Voilà, je crois que tout le monde s'est rendu compte. On utilise des iPhones, sans faire de publicité. On s'est tous rendu compte qu'on est en train de perdre la partie. Je crois que si on est... Et je crois que c'est cette méthode qu'on a à la French Tech, c'est d'être direct, de savoir qui on est, savoir où on veut aller. Je crois qu'on est en train de perdre la partie du B2C, clairement. Tout le monde connaît le débat sur Amazon, sur Netflix. À nous de se dire, voilà, quelles sont les filières sur lesquelles on peut être en vogue, sur lesquelles la France peut s'inscrire sur la durée. Je crois que c'est un enjeu de taille qu'on ne voit pas forcément. J'étais il y a quelques temps avec des politiques, je leur disais, vous savez, le problème d'Amazon, il fallait le régler il y a 20 ans. Oui, c'est ça, c'est un peu trop tard. Ouais, c'est vrai que là... Et là, aujourd'hui, il y a des filières qu'on ne voit pas arriver, et je crois que c'est à nous de... notre arme principale, c'est d'en parler, c'est d'être clair. Et alors, justement, quelles sont les spécificités de la French Tech Côte d'Azur, s'il y en a, les forces, en fait, les domaines dans lesquels elle pourrait se distinguer des autres. On imagine que sur les questions de tourisme, par exemple, d'événementiel aussi, il y a un terreau, un sillon. Non, sinon on ne serait pas là, mais ça se joue dans les 2-3 ans, c'est pour ça que l'intérêt collectif a primé hier dans la gouvernance de la French Tech, c'est de se dire comment on est tous ensemble. Après, on en parlera, j'imagine, mais l'idée, c'était de se dire, voilà, je crois qu'au-delà de voir émerger ou d'imposer des filières, les politiques imposent des filières, c'est surtout comment on fait naître une génération d'entrepreneurs qui portent haut l'emploi sur la côte et qui puisse émerger. Il y a une statistique, et moi j'aime bien parce qu'on bâtit forcément beaucoup plus simplement sur des terrains vierges. Et il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on est le seul département de France, en fait, où on a très peu insisté sur la croissance endogène. Je crois qu'on est leader à 97% sur la création d'entreprises dans le numérique, et on est dans les derniers sur le passage à la PME. Voilà, c'est là où on doit axer, c'est l'accompagnement, la start-up, comment en fait... de la jeune pousse qui est parfois inaudible sur son marché, on arrive à en faire un vrai véhicule économique. Ça, c'est votre rôle aussi au sein de la French Tech, c'est-à-dire de mettre en place l'environnement qui va permettre d'éclore. C'est le principe de la French Tech. Comment, en fait, l'enjeu de taille, c'est de se dire au milieu des jeunes pousses, comme on les appelle, il y a une nouvelle génération qui est en train de naître, et comment on arrive à les accompagner par du chiffre d'affaires, par des médias, de la médiatisation, comment on arrive à leur faire passer le cap et qu'elles deviennent les levées de fonds aussi, j'imagine que vous utilisez les réseaux. C'est des combats sur la levée de fonds. Il y a la CCI a créé et a aidé avec la métropole notamment à créer 2 fonds d'investissement. C'est une première. On n'avait pas forcément de fonds dédiés en local. Voilà, c'est tous ces petits pas qui vont faire un enjeu qui n'est pas forcément visible. On ne l'aborde pas sous cet angle-là. Et c'est ce qu'on a décidé
souvent la French Tech agit comme un effet miroir de l'économie de demain. Voilà, il faut être naturel. Il y a un poumon qui s'appelle Sophia Antipolis, qui est ce qu'on appelle, nous, la Belle Endormie, qui était un territoire de recherche et développement. Il y a Nice, à travers du quartier de Notre-Dame, qui est plutôt un enjeu de start-up. Il y a l'énergie des parfumeurs, par exemple, à Grasse, sur lequel on peut s'appuyer. Oui, c'est ça, voilà. C'est bien que vous évoquiez ce cas-là parce qu'il est révélateur. C'est-à-dire que dans la tête des gens, Grasse, capitale du parfum, on ne pense pas forcément à l'associer à la French Tech. Or, il n'y a pas de barrière, quoi. Il n'y a pas de limite. Quand on vous peut y aller. Aujourd'hui, pour créer un parfum, c'est l'IA, c'est tout ça. C'est tous ces enjeux. Ne serait-ce que pour le vendre, hein, de toute façon. Effectivement, et notamment l'e-commerce, c'est tous ces enjeux demain qui feront la réussite de ce territoire. Avant de parler de la gouvernance, un mot j'allais dire, de l'impact de la crise de la Covid-19. Alors, c'est toujours facile, c'est une question évidente, mais est-ce que les startups ont payé le prix fort lors de ce confinement, où justement la digitalisation, le numérique, l'agilité du réseau French Tech a permis, pas de passer entre les gouttes, parce que tout le monde a subi, mais de s'en sortir un peu mieux? On en parlait ensemble, en fait, c'est un effet révélateur, un effet accélérateur, la Covid. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et tout à l'heure j'entendais les commerçants parler de l'e-commerce, du click and collect, et on s'est rendu compte en fait que cette digitalisation allait s'accélérer, et la Covid l'a accéléré, et notamment avec l'émergence de nouveaux modèles économiques. C'est à nous d'être là et de pouvoir répondre à cette demande. Donc, pour vous répondre clairement, je crois que la Covid a fait prendre conscience qu'il fallait aujourd'hui accélérer sur cet environnement et sur cette filière numérique. Alors comment ça se passe au niveau de la gouvernance? Parce que évidemment il y a des têtes de pont médiatiques, je pense à M. Léandri notamment, qui a fondé Quant et qui maintenant est de nouvelles aventures. Vous aussi vous êtes là depuis le début, il y en a d'autres, hein, on ne va pas tous les citer, je pense à Fred Bossard aussi qui est jamais bien loin. Comment ça se passe cette gouvernance? Parce que j'ai l'impression que ça tourne beaucoup, qu'il n'y a pas vraiment non plus de grand Manitou et que c'est assez démocratique comme fonctionnement. L'idée, c'est de se dire, il faut être clair. Je crois. On ne va pas faire ce que ce territoire a fait. Il faut dépasser les clivages politiques et géographiques. Voilà, ça a été la première des choses. De toute manière, on va tous perdre. Donc, à partir du moment où on connaît les règles, vaut mieux gagner ensemble que de perdre tous. Autant gagner ensemble. Moi, personnellement, parler d'Éric Léandri, c'est un modèle. On parle de Quant. Quant, souvent, on peut l'assimiler à un échec, mais c'est aussi un des premiers qui a levé plus de 50 millions sur le territoire. Quant existe aujourd'hui, et on peut prendre Quant comme aujourd'hui notre impuissance face aux acteurs américains. Et c'est vrai que nous, derrière, on se parle. Moi, le premier qui suis souvent assimilé à Nice, et pour être président et élu président à cette gouvernance, il faut 3 parrainages, et j'ai fait en sorte de demander les parrainages du maire de Cannes, du maire d'Antibes et de l'Université Côte d'Azur pour démontrer en fait qu'on pouvait être tous ensemble sur ce type d'enjeu. Et c'est clair, je crois que c'est une première. Je crois que ça arrive rarement que la clarté a été faite sur une gouvernance. À nous maintenant de finir le travail, de rendre clair les choses audibles et de laisser la place à une nouvelle génération derrière. Et vous parlez de Fred Bossard, qui est un des piliers qui vient de se faire élire sur Télécom Valley. Il fallait Sophia aussi avec nous. Je crois qu'on ne pouvait pas faire sans l'émergence de cette filière à Sophia. Et maintenant, ce qu'on doit réussir à faire, c'est que toutes les startups se rangent derrière nous et à nos côtés, et qu'on dépersonnalise le mouvement et qu'on parle plutôt d'un collectif qui réussit. Une dernière question, Cédric Messina, sur l'avenir, alors évidemment du territoire azuréen, mais plus globalement du territoire national. Est-ce qu'il y a encore une chance, peut-être pas de gagner le match contre la Chine, contre les États-Unis, c'est compliqué, mais en tout cas d'avoir des parts de marché et d'avoir un réseau lié au numérique et au digital très vitalisé dans notre pays, avec une vraie filière, des formations, et que notre notaire soit attractive? Le tout, nous, la seule arme qu'on a, c'est d'expliquer les choses et d'être transparent. Je crois qu'on n'a pas de baguette magique, on n'est pas là pour ça, on est bénévole. Moi, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, l'écosystème, les politiques prennent conscience de ce qu'on est en train de faire. On est vu non plus comme un effet média, mais plutôt comme une force dynamique. Et c'est comme un interlocuteur aussi. Mais il faut que ça devienne encore plus. Il faut qu'aujourd'hui, quand le préfet, quand il y a un problème aujourd'hui économique, il pense à inviter la filière numérique. Je crois que, rendez-vous compte, aujourd'hui c'est un mouvement qui est vu encore trop élitiste. Moi, ce que je retiens, c'est que je parle souvent de cet exemple-là des boîtes du Nasdaq. Sur les 100 premières boîtes du Nasdaq, 60% des fondateurs sont issus de la diversité étrangère. Chez nous, c'est 0. Donc en fait, voilà, il faut se rendre compte que ce mouvement-là,
c'est le mouvement de demain, c'est qu'on ne le voit pas arriver, il faut en tenir compte et se dire que c'est les emplois de demain qui vont arriver. Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, autant l'aborder sereinement et se dire voilà, il faut affronter la tempête, autant y aller avec une génération qui n'a pas peur. C'est d'une certaine façon assez terrible ce que vous dites, parce que dans tous les domaines ça se passe souvent comme ça, on a quelques décennies de retard sur les concurrents. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, avec des labels comme la French Tech, il y en a ailleurs dans notre région aussi, il y en a du côté de Marseille, etc. C'est peut-être là le catalyseur aussi, pour il faut pas se laisser faire. Il faut dire les choses, en tenir compte, accepter la défaite, accepter qu'il va y avoir de la casse, accepter que seuls les meilleurs réussissent. Je crois que le changement aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, il faut les 3 meilleurs par filière. Putain, une petite question au passage, parce qu'à chaque fois que vous venez, je vous la pose. Ça va bien pour MyCoach, j'ai l'impression. Écoutez, là je parle sur MyCoach, j'ai les mêmes enjeux. Donc c'est votre bébé, c'est un système de... C'est de se dire, là on touche de plein pied la souveraineté, c'est de se dire, cette souveraineté, souvent c'est égal repli identitaire, etc. À un moment donné, moi je préfère vous parler de Thomas Pesquet et de SpaceX. Si vous connaissez, et je prends souvent cet exemple de SpaceX, quand Elon Musk décide de se lancer en fait dans l'aviation, c'était quand même la risée. Oui, c'est vrai que, en tout cas, et aujourd'hui, en fait, il s'est dit, il y a une place à prendre, mais il a fallu 10-15 ans pour arriver à envoyer, en fait, et avoir ce monopole quasi, ou cette prédominance sur les envois dans l'espace, et repartir sur ce marché de la conquête spatiale. Moi, ce que j'essaye d'exprimer là, pas au nom de MyCoach, mais au nom des collègues de la French Tech, c'est de se dire, faites confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a toujours peut-être le futur Elon Musk parmi nous, et ça passera par la commande publique et la confiance. Si on ne démarre pas, on ne fera pas de modèle. Je précise que MyCoach, ce sont des outils numériques que vous mettez à la disposition. Non, mais je précise parce que, comme on en a parlé... Mais nous, on a cet enjeu avec MyCoach, effectivement. C'est des outils numériques que vous mettez à disposition au départ des clubs, des entraîneurs, et puis maintenant, vous travaillez avec les plus grandes fédérations. On a un Français sur 2, on a 50% du marché des... Voilà, mais c'est à nous de se dire comment on arrive à... Mais c'est, en plein dedans. Après tout, un bon exemple aussi de ce qu'on peut faire quand on y croit, et qu'on ne se met pas vraiment de barrières, et qu'on avance avec nos technologies. Vous savez, quand on veut viser le national et l'international, j'adore cette phrase de se dire c'est les arbres aux racines les plus profondes qui poussent le plus haut. Ah, on est bien chez nous. Se faire confiance, de passer chez vous, d'être mis en avant, etc. et de retrouver les ressources pour aller plus loin. Merci beaucoup en tout cas Cédric Messina, président de la French Tech Côte d'Azur. Vous avez été élu parce que vous êtes dans la gouvernance avec beaucoup d'autres aussi depuis un moment. Merci d'avoir accepté notre invitation. On passe du coq à l'âne, c'est le cas de le dire, parce que un âne, vous allez en voir un dans ce reportage. La Covid-19 a eu des impacts aussi sur l'abandon des animaux de compagnie, le travail des refuges. Reportage à Carrosse, signé Marie Justo. Caramel, Xena, Mao, Georges ou Maurice, ils cherchent tous une famille pour couler des jours heureux. Chat, chien ou même âne, le refuge de Carrosse accueille toutes sortes d'animaux. Là, on a récupéré un âne et une petite ponette qui étaient en danger chez les propriétaires parce qu'il y avait un ravin, la ponette est devenue aveugle, elle est tombée dans le ravin, elle a été secourue par les pompiers. Et pour la mettre en sécurité, on est allé la prendre et elle est actuellement sur le refuge. Et on cherche une famille pour tous les deux. Les abandons sont toujours aussi fréquents. La Covid n'a pas eu de grosses répercussions ici. La maltraitance reste une constante. On a beaucoup trop d'abandons sur le refuge. On est sévère sur les placements, ça certes, c'est une certitude. Hein. Mais c'est par notre vécu au refuge, le nombre d'abandons sur le refuge, les achats impulsifs de chiots et ils finissent chez nous. Donc non, on a toutes les raisons possibles pour être assez sévère sur les placements. Un point sur lequel Patricia est très vigilante, les adoptions. Avec le télétravail, les demandes sont nombreuses. Les maîtres se sentent prêts à adopter, mais ne se rendent pas forcément compte qu'un jour ou l'autre, il faudra retourner travailler et que l'animal sera seul. Les gens, là actuellement, ne partent pas en vacances. Ils sont chez eux tout le temps, donc ils ont du temps pour un chien. Il va falloir voir si après le Covid, s'ils auront toujours autant de temps pour s'occuper du chien. Les animaux s'habituent à la maison avec les adoptants. Donc les adoptants sont toujours là. Et le souci, c'est que quand ils ne vont pas être là, les chiens ne vont pas comprendre. Et là, on va avoir, je pense, pas mal de retours. Donc il faut quand même rester réaliste et penser à tout ça.
Les différents confinements ont engendré un vide que les personnes souhaitent combler avec un animal de compagnie. Un pic d'adoption a été atteint cette année, ce qui angoisse les refuges car cela pourrait se traduire par plus d'abandons. La SPA a enregistré en France 37 667 adoptions en 2020, avec un taux de retour d'animaux adoptés de 3,8%. Et on reste autour du monde des animaux, mais des insectes cette fois-ci, avec les abeilles qui sont chouchoutées du côté du circuit Paul Ricard au Castellet. Des ruches sont installées sur le site et des études sont même menées sur leur impact. Reportage et explication de Thomas Bernabé. Les abeilles essentielles à notre écosystème sont de plus en plus fragiles. C'est pourquoi le circuit Paul Ricard au Castellet a installé des ruches depuis 2015 afin d'étudier l'impact de leur activité sur ces petites bêtes grâce au dispositif Apivigilance. Ici, on va mesurer 2 indicateurs principaux. Le premier, ça va être les résidus de combustion, donc les HAP, c'est ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. En fait, c'est des constituants naturels du charbon, du pétrole, mais qu'on va aussi retrouver par les activités anthropiques et industrielles quand on a une combustion incomplète de la matière organique. Et le second indicateur qu'on va mesurer ici, c'est l'état de santé des abeilles, donc savoir si elles subissent un stress environnemental qui va être significatif ou non. Pollution et stress, forcément les deux indicateurs les plus parlants quant à l'impact d'un circuit de course sur ces abeilles. Pour autant, et ce malgré le confinement et l'arrêt de l'activité du circuit, pas de baisse significative au niveau des principaux indicateurs. Un bon point pour le circuit Paul Ricard qui compte sur ces résultats pour ajuster son impact environnemental. L'apivigilance est vraiment un indicateur qui nous aide à définir les priorités d'action. Donc comme en matière de rejet d'hydrocarbures, les résultats sont bons, ça nous permet de nous concentrer sur d'autres sujets qui nous semblent du coup prioritaires. Alors la préservation de la faune et la flore, avec un recensement de la faune et la flore, le développement de la biodiversité, mais en termes de priorité, la tranquillité publique est pour nous un sujet essentiel. La gestion des émissions sonores, la préservation de l'harmonie avec nos riverains, c'est notre sujet majeur en développement durable. Protéger la faune et la flore, un bon point pour ces entreprises. Si le circuit Paul Ricard a pris part au projet en 2015, d'autres entreprises de la zone d'activité du bassin de Signes font elles aussi partie du projet, telles que Coca-Cola ou Ipsen. Et d'un Thomas, l'autre Thomas Bernabé qui signait ce reportage, et ce Thomas-là, 13 ans, qui va réaliser un défi absolument incroyable, cet adolescent varois, sur son vélo, que vous voyez sur ces images, qui va rallier Paris 833 km pour soutenir la recherche contre les cancers pédiatriques. C'est une histoire intime qui le pousse à tenter l'aventure avec ses parents, bien sûr. Les explications de Marion Colangelo. Il va pédaler 833 km sur son vélo. Un périple jusqu'à la capitale pour récolter des fonds pour la recherche contre les cancers pédiatriques. Du haut de ses 13 ans, Thomas sait déjà ce qu'il veut et cette année, il a décidé de rendre hommage à son petit frère Lucas, décédé à l'âge de 4 ans. J'avais envie de rendre hommage à mon petit frère et je voulais faire des défis sportifs pour récolter des dons pour les maladies de l'enfance surtout. Et c'est en regardant une vidéo sur internet d'une personne qui faisait Paris-Marseille en trottinette électrique. Ça m'a donné envie de le faire en vélo, mais monter à Paris pour récolter des dons pour les maladies de l'enfant. L'association Petit Vélo Rouge, créée par Gwendoline et Pascal, les parents de Thomas, reversera les fonds récoltés à l'Institut Gustave Roussy à Paris. Un centre de recherche dédié aux tumeurs rhabdoïdes dont Lucas souffrait. Des maladies pédiatriques trop souvent oubliées dans les budgets et qui restent tabous dans la société. Quand on est touché par la maladie, on s'aperçoit, nous c'est ce qui nous a choqué quand on a eu le diagnostic de notre fils, c'est qu'une des premières choses qu'on nous ait dit, c'est on va essayer ce traitement, mais on n'est pas sûr que ça marche parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et il n'y a pas beaucoup de recherche dessus. Donc quand on a voulu faire quelque chose, qu'on a voulu donner un sens à notre histoire, on s'est dit qu'on allait se focaliser sur ces budgets de recherche, faire des dons à la recherche. Pour ce faire, Thomas s'entraîne régulièrement pour parfaire son endurance. Sur certaines étapes, il pourra parcourir jusqu'à 80 km par jour, suivi par ses parents qui espèrent d'ici là pouvoir trouver un camping-car pour l'accompagner au mieux dans son parcours. On va partir de Marseille-Latimone, on fera un fictif là-bas.
mais officiellement on partira de Berlétan. On va longer la vallée du Rhône. À Lyon, on va traverser Lyon en voiture parce que c'est trop dangereux à vélo. On reprendra Villefranche. Arrivé à Dijon, on fera une journée de repos quand même pour pas trop se cramer. Et après, on va sur la région parisienne. La famille est à la recherche de généreux donateurs. Plusieurs entreprises ont déjà apporté leur soutien au projet. Aujourd'hui, même les plus petits gestes pourraient aider Thomas et ses parents. Mais avant tout, aider la recherche. Alors je vous avoue que c'est de ma faute, j'ai pas préparé l'adresse mail, donc je vais laisser à la régie le temps de la préparer parce que c'est quand même important que vous l'ayez pour soutenir Thomas et sa famille. Je vous la donne comme ça avant qu'elle s'affiche. C'est lepetitvélorouge@gmail.com. Il y a également une page Facebook, donc vous pouvez retrouver l'aventure de Thomas sur les réseaux sociaux. Mais sachez que vous pouvez le soutenir et évidemment, tout au long de son aventure, il récoltera des dons et on espère qu'il va pouvoir le faire. Donc je vous redonne cette adresse, c'est le petit vélo rouge, donc le petit LEPTIT. Voilà, magnifique. Merci les amis. lepetitvélorouge@gmail.com. Demande de renseignements, soutien. On vous répondra aussi si vous souhaitez faire des dons financiers pour cette noble cause qui est la lutte contre les maladies qui touchent les plus jeunes, les enfants. Merci à vous, merci à Sébastien Lyotard, Fabrice Justo, Michael Fernandez et Théo Sarfati. Également Philippe Codet et Stéphanie Mossman, bien sûr. C'est la fin de ce grand direct. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV. Bonne soirée.